voilà, le président dit, nous avons fait, le président de l'université, bien sûr, dit, nous avons fait un bâtiment préfabriqué démontable. Voilà, qui peut mieux, personne, bon, pour le moment. Donc, mais dans cette recherche un peu pour essayer d'exceller, ou d'étonner un petit peu techniquement, oui, bien sûr, il faut le vendre. Tout doit être, voilà, tout doit être commercialisé. C'est vrai que là, il n'y a pas de gain, mais il fallait avoir un financement et il fallait qu'il vous donne aussi un site dans le lieu de l'université. L'université est bondée, il n'y a plus de place. C'est pour ça que, normalement, le porteur de projet officiel, c'est le CNRE, le Centre national de recherche et d'études sur l'eau et l'énergie. Donc, le porteur de projet doit, normalement, d'après la charte de la COP22, il doit avoir le projet à côté de lui. Mais à la faculté de sciences, il n'y a plus de place, donc on a cherché, on a demandé aux autres doyens et on a atterri à la faculté de droit. Bien. Donc ça, c'est le côté un peu... effectivement, des fondations démontables, il n'y a pas beaucoup de systèmes, peut-être qu'il y en a, mais ils sont certainement ou chers, ou on ne les connaît pas, ou... En tout cas, bon, le gabion a fait l'affaire. Le gabion est très avantageux parce qu'il ne coûte pas cher, surtout si on dispose de pierres pas loin. Il ne coûte vraiment pas cher. Il n'occasionne surtout pas de remontée capillaire parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de liant et il n'y a pas de densité. Il n'y a pas une micro-porosité qui fait que l'eau peut monter pour essayer de s'évaporer. Donc, ce qui fait qu'on n'a même pas de garage étanche. Le pisé est posé carrément directement sur le gabion, puisqu'il n'y a aucune chance que l'eau puisse remonter, puisque l'eau, si jamais elle est présente dans les fondations, elle va s'évaporer par le gabion, directement, à l'état, même pas s'évaporer, elle va dégager à l'état liquide, elle va simplement, c'est un drainage, voilà. Donc il n'y a pas d'évaporation, ne bloque pas l'eau pour qu'elle puisse chercher un échappatoire. Donc c'est, en ce sens, quelque chose d'intéressant. Malheureusement, bon, le gabion est en fil galvanisé, c'est du métal, donc c'est pas très très durable, mais si ce projet devait être refait avec un bâtiment stationnaire, on va dire, qui n'a pas besoin d'être démonté, on aurait certainement mis une maçonnerie classique de pierre avec de la chaux, etc. Ouais. Voilà. Bon, voilà. Fondation. Alors, le dallage. Le dallage, c'est le sol à l'intérieur. Alors, avant de... en fait, nous sommes calqués sur les dimensions architecturales et sur les et les normes de l'éducation nationale pour les classes d'enseignement primaire. Ce qui est très difficile à faire parce que cela suppose des dimensions intérieures de 6,80 mètres de large par 9 mètres par 8,60. 6,80, 8,60. Il suffit de les inverser. Et donc, 6,80 de vide, c'est rédhibitoire pour notamment le simple madrier en bois, des matériaux, on va dire, classiques utilisés avec le mur porteur, que ce soit de la pierre ou même de la terre. Donc, voilà, ça c'est la parenthèse. On revient au dallage. Donc le dallage, c'est ce qui fait le sol. Donc vous voyez ici, ce sont des dalles alvéolées. Les dalles alvéolées, c'est du béton armé. Sacrilège, mais c'est le prix à payer. Parce que aussi, là, il faut un sol qui soit démontable. Il fallait trouver le sol démontable. Donc voilà, les dalles alvéolées, ce sont des dalles. Donc vous voyez la coupe ici. Vous en voyez la coupe ici. Elle fait 12 cm d'épaisseur par 1 mètre de large. Et je ne dirais pas autant de longueur que vous voulez, mais ça peut aller jusqu'à 11-12 mètres de long. Elles sont préfabriquées, elles arrivent à l'état, dans cet état-là, sont simplement soulevées par un engin et posées. Donc on a mis un lit de sable parfaitement réglé, donc pour le niveau, etc., pour que ce soit horizontal, et on les a posées sur ce lit de sable. C'est des dalles qui ne bougent pas parce qu'elles sont très lourdes, il n'y a aucune chance que ça bouge. On a mis un petit mortier entre les dalles pour que les joints ne subsistent pas. Et elles ont été peintes finalement en jaune avec des peintures des sols qui sont existantes. Alors, l'avantage de cette dalle, c'est que premièrement, elle ne contient pas beaucoup de béton. Pourquoi? Parce que les alvéoles que vous voyez ici, les trous, il y a un trou tous les 5 cm, ce qui fait qu'on a une économie pratiquement de 25% de béton.
bon. Et les aciers, c'est extraordinaire. Vous voyez ce point? Et ce point? Voilà, ça ce sont des aciers. Vous allez jusqu'à ce point-là pour retrouver encore des aciers, et là. Et la même chose, un peu plus loin, on va les couper, mais sur 1 mètre, on a 6 lignes de 5 mm d'épaisseur. C'est-à-dire, presque pas de ferraille. C'est pas bon. Non, acier précontraint, ça peut jouer, certainement, parce qu'il est précontraint à des tensions extraordinaires. Et donc, l'économie d'acier est très 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 importante. Quand on dit économie d'acier, bien sûr, on économise de matériaux polluants, etc. Mais on élimine aussi sa capacité à transmettre tous les champs électromagnétiques, toute la pollution électromagnétique qui est due aux matériaux conducteurs, surtout matériaux métalliques. Alors, l'élévation. L'élévation, ce sont des blocs de pisé qui sont préfabriqués. Ce n'est pas une technologie compliquée du tout. Il suffit d'avoir un coffrage et de quoi compacter. Il faut idéalement un compactage mécanique est plus intéressant. Et laisser des réservations surtout pour les transporter. Une simple bout de bois que l'on retire après. Ici, ça se porte avec un engin de moyenne taille. C'est des blocs qui pèsent à peu près 800 kg. Ça dépend de la taille, mais bon, avec une densité de presque 2. Donc, sur des blocs à 50 cm d'épaisseur, 1 mètre de hauteur et 1 mètre 20 en moyenne. Ces blocs qui pèsent 800 kg. C'est pas très très lourd, mais c'est très gérable. Donc, on les préfabrique, on les souffle et on les pose simplement avec un mortier de terre, tout simplement. Vous posez, mais ils sont tellement lourds qu'ils ne bougent pas. C'est comme s'ils étaient compactés sur place, et on peut aller à des hauteurs importantes. Il faut adapter bien sûr toujours l'épaisseur à la hauteur, puisque si on a une très faible épaisseur, au bout d'un moment, on peut avoir des problèmes. Mais, donc il faut un rapport moyennement de 1 par 7. C'est l'idéal. Donc les avantages de cette technologie, c'est la rapidité de mise en œuvre, puisqu'on préfabrique pendant que l'on fait les terrassements, les fondations, etc. On commence en parallèle à préparer les blocs, etc. Ce qui n'est pas possible, mis à part dans la technique de la daube, qui est une technique ancestrale et qui, elle, est faite avec des éléments préfabriqués, mais plus petits. On ne gagne pas beaucoup de temps, alors que là, le gain de temps est important. C'est-à-dire qu'en 3 jours, on a pu poser les blocs tous les blocs de ce bâtiment, par exemple. Et avec un rythme tranquille, on ne fait pas des délais, etc. On aurait pu faire en 2 jours. Alors ensuite, il n'y a pas de temps de séchage, ce qui est évidemment un problème ou une contrainte importante dans ce type de technologie. Quand on construit en terre ou là en pierre, que ce soit de la maçonnerie, du pisé, etc., on a besoin d'un temps de séchage. Les structures ne peuvent pas être chargées avant d'être à peu près sèches, à peu près capables de tenir donc cette poids que représente le mur même. Le mur même, vous savez, quand on fait une ligne et qu'on en met une deuxième, une troisième, on commence déjà à avoir généralement un temps d'arrêt pour attendre que les structures sèchent un minimum avant de pouvoir continuer. Donc là, il n'y a pas de temps d'arrêt, tout est prêt. La résistance contrôlée, effectivement, quand on a des intrants, par exemple une terre bien claire, on n'a pas de différence parce que c'est des terres qu'on amène, c'est pas des terres qu'on prélève sur place, étant donné qu'on les amène d'un endroit, donc on voit qu'il y a une homogénéité. On n'a pas des surprises. Ah tiens, le matériau change. Je creuse à 1 mètre et 2 mètres à 3 mètres, ça change. Donc, des fois, je peux avoir un bâtiment pisé avec des strates parce que le matériau change géologiquement, ce qui est normal. Alors que là, non. Étant donné que l'apport se fait en grande masse, on a cette capacité de vérifier, ne serait-ce que par la couleur et puis par des petits tests simples, qu'on dispose d'un matériau homogène, tout à fait homogène. Donc on peut dire qu'on a une résistance contrôlée. Il y a un aspect rassurant, évidemment, parce qu'on se rapproche des cubes bien lisses, etc., grâce à des coffrages appropriés. Donc ça rassure un petit peu là-dedans. Et ça rassure par la masse aussi, par l'aspect épaisseur, etc. Et encore une fois, c'est une technique qui est standardisable, là, en réponse à ce
qu'on a dit tout à l'heure sur les freins qui étaient le problème de standardisation de ces architectures-là. Donc là, on peut dire, tiens, je sais que tel fournisseur de blocs, il a une qualité, voilà, on peut aller vérifier de temps en temps, comme ça se fait pour le béton préfabriqué, par exemple. Vous avez des conventions avec des bureaux de contrôle qui viennent de temps en temps faire des prélèvements, vérifier si ce que vous produisez correspond à un canevas ou des normes. C'est aussi faisable avec ce type de technique. Bien. Les linteaux. Linteau, c'est ce que l'on met au-dessus des ouvertures, que ce soit une porte ou une fenêtre. Encore une fois, le linteau, il fallait qu'il soit démontable, etc. Et comme on n'enduisait pas la façade, on ne pouvait pas mettre de bois parce que le bois, évidemment, avec ses écarts, ses variations de volume en fonction de l'humidité, etc., il pouvait occasionner des fois des espèces de petites fissures que l'on a l'habitude de couvrir avec des enduits grillagés, etc. Il y a des façons de... Mais là, étant donné que le bâtiment n'est pas enduit et qu'on n'a pas le droit à des petites fissures malencontreuses, on a choisi le béton armé préfabriqué. C'est un linteau qui est fait par terre, que l'on soulève, que l'on pose tout simplement. Ensuite, on vient avec des blocs des blocs de terre comprimés, des petits blocs comprimés mécaniquement avec une presse, qui sont aussi autobloquants, c'est-à-dire qu'ils sont comme des Legos qu'on va venir simplement poser. Et donc il n'y a pas de mortier, pas de liaison, elles sont simplement imbriquées les unes dans les autres par le poids qui sont imbriquées. Voilà, ça c'est pour les linteaux. Après, les dalles. Les dalles, c'est ce que vous voyez ici. Je suis sûr que d'ailleurs, il me fait le plaisir de venir nous voir. Ici, c'est le fournisseur des dalles pré-alvéolées, contraintes. Donc voilà, ce sont des dalles qui ont une longueur assez impressionnante et qui règlent beaucoup de problèmes concernant le mur porteur. Premièrement, parce que ça donne des portées très importantes, inhabituelles presque, avec des bâtiments en mur porteur. Deuxièmement, parce qu'il y a une rapidité de mise en œuvre vraiment fantastique, c'est-à-dire qu'en moins d'une journée, le bâtiment était couvert. Le matin, il y avait rien. Le matin, c'était ça. L'après-midi, à 16h, c'était fini. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Donc on a une économie de béton à peu près de 25%, je ne me trompe pas, c'est rigolo, c'est à peu près ça. Hein. Bien. Et une économie d'acier de 95%. Parce qu'on est très contraint. Oui, c'est ça. Donc on a vraiment des économies d'acier très importantes. C'est vide, ces alvéoles qui font en fait, elles font toute la longueur des tubes vides dans la dalle. C'est des vides, donc il y a de l'air, donc il y a forcément une partie d'isolation thermique et même phonique, je veux dire. Elle n'est pas négligeable. En tout cas, c'est meilleur que du béton plat, béton classique. Voilà. L'avantage aussi par rapport au mur porteur, c'est que ça nous donne la possibilité d'avoir un petit débord. On peut déborder pour protéger les murs, on peut déborder des murs, en fait, vous voyez. Il y a un petit débord, vous voyez une ombre ici. Là. Cette ombre, elle vient du débord de toiture. Bon, on ne peut pas aller très très loin dans le débord, mais d'après M. Redon, 30, 40, 50 cm, c'est quelque chose qui est faisable. Et on a rarement besoin de plus pour faire des bâtiments, entre guillemets, raisonnables. On a rarement besoin de plus. Donc tout ça, le débord, il faut savoir que c'est quelque chose de très difficile à faire parce qu'il lui faut un coffrage spécifique, il faut d'abord faire la dalle, ensuite faire le débord, faire attention que ça ne bascule pas, etc. Bon, c'est des dispositions, on n'a jamais vu, même une tente, il faut quelques heures pour la faire. Alors que là, on couvre le bâtiment très rapidement. Voilà. Ça, c'est pour la dalle. Ensuite, la post-tension. Alors là, je vais peut-être sortir de mes prérogatives. Je vais prendre des claques, mais c'est pas grave. Je dis quand même. Donc la post-tension, qu'est-ce que c'est? Vous savez qu'on a un bâtiment. Ici, ça c'est la coupe. Ça c'est la coupe du bâtiment. Donc on a ceci, c'est la fondation en gabion. Bon. Ensuite, dessus sont posés des murs en terre qui sont préfabriqués, simplement posés. Ensuite, on vient simplement poser une dalle par-dessus. Donc, il n'y a aucune liaison entre les trois éléments qui sont très importants, fondation, élévation et dalle. Il n'y a aucun... Bon.
Mais donc la solution qui a réglé plusieurs problèmes, c'est ce qu'on appelle la post-tension, à savoir que l'on a un massif en béton ici, un petit massif petit, il fait 50 par 30 par 30, par 50 par 50 par 30 de hauteur, dans lequel on a coulé une barre. C'est un fer Thor, un vulgaire fer Thor de 12 qu'on utilise dans le bâtiment. Il est bien sûr dans une gaine pour pas qu'il s'érode. Et cet acier traverse en fait traverse tout le gabion, les murs, traverse aussi la dalle, et il va sortir à l'extérieur. Et ici, à cette partie-là, on vient souder une tige que l'on boulonnée, une tige sur laquelle on peut apposer un boulon. Donc cette tige, elle dépasse la dalle, et ici vous voyez que au-dessus de la dalle, il y a un fer plat qui, lui, dans la vue en plan est ici, un fer plat qui court tout au long des deux murs principaux, qui sont les murs en longueur, et ce fer plat est troué sur lequel il y a une platine, et on vient mettre un boulon pour serrer. Donc on a 5 points de serrage très importants, 5 points par longueur, et ça permet de mettre en sandwich un petit peu, si je puis m'exprimer ainsi, le mur en terre entre la dalle et les fondations. Donc ça comprime quand même. Il faut savoir que boulonner, c'est une sacrée pression. Il y a une tension très importante sur le mur, sur l'acier. Donc cette tension, elle permet premièrement de solidariser cette dalle avec le mur, avec le dalle, et en même temps, le fer plat qui court, celui-là, le fer plat qui court au-dessus, il va maintenir toutes les dalles entre elles. Vous voyez, les dalles ne peuvent plus s'écarter, ne peuvent plus bouger ni dans un sens ni dans l'autre. Donc on va stabiliser, on va solidariser le bâtiment, et en même temps, on retient les dalles entre elles, puisque les dalles sont reliées. Voilà, on relie verticalement par la post-tension et horizontalement par le fer plat qui fait quand même 60 mm par 1 cm, qui est trouvé. Donc voilà, on a une cohésion assez intéressante. Cette façon de faire, on l'a trouvé en fait il y a un règlement néo-zélandais qui est très important, qui est assez complet et efficient, qui s'appelle le règlement néo-zélandais de antisismique, construction en terre antisismique. C'est un règlement néo-zélandais. Si ça intéresse quelqu'un, je peux vous l'envoyer par email. Il détaille pas mal vous voulez bien répondre? Bien comme ça. Donc, on a un bâtiment qui est relativement rigide, alors qu'il est fait d'éléments qui ne sont pas liés entre eux, sont simplement imbriqués. Donc on retrouve une certaine rigidité intéressante. Ici, donc là, on passe à l'isolation thermique. Donc après avoir mis des dalles, comme vous voyez ici, il y a une structure en bois qui est vissée sous la dalle. Donc cette structure, encore une fois, c'est un élément de cohésion pour lier les dalles, puisqu'elles sont perpendiculaires aux dalles. Et également, c'est un support pour pouvoir disposer le roseau. Donc l'isolant thermique que l'on a choisi de mettre, c'est le roseau. Vous savez, le roseau, c'est le ksab en arabe, c'est le reed en anglais. Donc le roseau a des performances de résistivité thermique, c'est comme ça qu'on dit. Donc il y a une lambda qui fait plaisir à tout le monde. Donc le lambda est très intéressant puisque M. Boumaout, ici présent, au CNRE, a étudié donc cette conductivité thermique de ce roseau, et on se retrouve qu'à 6 cm d'épaisseur, nous avons 0,047 de lambda. C'est à peu près. Donc le liège à 4 cm se comporte comme le roseau à 6 cm, ce qui est quand même intéressant. Pourquoi? Parce que le roseau, il a quand même des avantages énormes.
que n'a pas le liège. Le liège vient d'une industrie, c'est-à-dire qu'il faut, le liège, vous savez ce que c'est, on a une écorce d'un arbre, du chêne liège, on va prendre cette écorce, l'emmener à l'usine, décortiquer, tout broyer, etc. Et recoller, reagglomérer, il faut forcément une petite colle ou quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, il faut retransporter, alors que là, le roseau est local, et il est plus facilement renouvelable que le liège, parce que le liège demande quelques années avant de refaire cette écorce qui est quand même épaisse, alors que le roseau se renouvelle maximum tous les 2 ans. On a une année, 2 ans maximum, on a des roseaux de taille intéressante, donc il est très renouvelable, il est très écologique, il est respirant, c'est-à-dire qu'il ne bloque pas les transferts gazeux qui sont toujours là. Dès qu'on a de l'humidité, on a des transferts gazeux, puisque l'humidité change, devient de gaz. C'est surtout non toxique du tout, en comparaison avec la plupart des matériaux isolants aujourd'hui disponibles dans le marché, à savoir les laines de roche, les laines de verre, etc., sont très 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 toxiques. C'est quelque chose qui est dégueulasse, malheureusement, mais c'est encore utilisé. Donc, cette structure, le but de cette structure, c'est de soutenir le roseau. Et donc, vous ne le voyez peut-être pas comment, mais en fait, ces tasseaux de bois sont percés à leur partie inférieure, et il y a un fil galvanisé qui passe, qui traverse la pièce en largeur, et donc, on va simplement disposer les roseaux entre le fil galvanisé et la dalle, tout simplement. Et donc, il suffit de bourrer, on met un maximum de roseaux. C'est quelque chose aussi qui a pris une journée, très facile, pas spécialement très cher, il fallait un petit camion de roseaux. Voilà. Et une fois que tout le roseau est disposé, on a mis, parce qu'encore une fois, il fallait quelque chose de démontable, donc on a opté pour des plaques de placoplâtre, qui sont fameusement connues. Donc le placoplâtre, ce sont des grandes plaques de 2,80 m par 1,20 m pratiquement. BA13, c'est ça. Donc le BA13 ou le placoplâtre, c'est quelque chose qui fait avec du plâtre, mais un petit peu d'adjuvants qui sont industrialisés, mais très peu, et il est enveloppé de papier de part et d'autre, ce qui fait que c'est quelque chose qui peut être démontable facilement. Ces plaques sont simplement vissées à la structure que l'on voit. Et donc on peut les dévisser quand on veut et prendre tous les matériaux qui nous intéressent pour après déplacer éventuellement le bâtiment. Bien, alors le doublage des murs. Encore une fois, il fallait choisir quelque chose qui ne... Si l'on veut que le ministère, par exemple, de l'Éducation nationale adopte ce genre de choses, il faut lui donner des choses faciles à faire, faciles à entretenir, surtout à l'intérieur, puisque vous savez que les enfants dégradent énormément les bâtiments, ils bougent beaucoup, ils touchent à tout, etc. Donc, on a mis aussi en partie haute ce BA13, donc le plaque-plâtre, qui est vissé sur une structure en bois aussi. Et en bas, on a ce qu'on appelle des planches bouffetées. Ce sont des planches qui sont accolées les unes aux autres, qui sont mâles et femelles, et que l'on dispose tout simplement, facilement, aussi très, très rapidement. Voilà, c'est le lambris que l'on visse aussi sur une structure. Donc une fois que ça c'est fait, l'intérieur c'était quasiment, il fallait juste un petit coup de peinture à l'eau, une peinture unique, écologique, et pas d'impact sur l'air ambiant, pas d'impact sur la qualité, etc. Ça c'est pour un doublage. La façade, elle a subi très peu d'intervention, c'est-à-dire qu'il fallait premièrement, dans le but ou l'objectif de pouvoir démonter en fait ce bâtiment, il fallait que l'on puisse savoir où se trouvent les blocs, leurs limites, puisque pour le démonter, il faut mettre un engin, etc. Il faut bien signaler la limite de tous les blocs, donc c'est pour ça que l'on a mis, que vous voyez, des terres cuites, qui sont des joints en terre cuite qui sont visibles verticalement et horizontalement. Voilà, ils vont être mis ici. Ce qui fait que si vous venez, vous démontez, vous enlevez les étanchéités, démontez les boulons, vous enlevez les dalles, et vous commencez à enlever les blocs de pisé un à un jusqu'à arriver au camion. Voilà. La menuiserie, c'est intéressant parce qu'on a découvert un système grâce à une association qui s'appelle Architecture et Développement, qui nous a gracieusement laissé copier
sans savoir-faire. Peut-être qu'elle a même copie, j'en sais pas, mais en tout cas, c'est grâce à l'architecture et développement que l'on a aussi un petit peu amélioré le processus. Il est devenu un peu plus, je sais pas, bon, je ne vais pas en dire beaucoup, mais en tout cas, l'invention, le truc intéressant, ce sont les persiennes amovibles. C'est-à-dire que ce sont des persiennes qui s'ouvrent très facilement avec ce bout de bois. Je peux fermer en l'actionnant, en le mettant horizontalement vers plus haut, plus bas. Je ferme la fenêtre et je fais, puisque ça guide les lames, voilà, tout simplement. Ce sont des lames qui font presque 3 cm d'épaisseur, donc quand elles sont fermées, c'est presque un isolant thermique intéressant. Et donc voilà, ce système est intéressant. On a même l'invention de Nabina, c'est de l'appliquer à une porte, chose qui avant n'était connue que pour les fenêtres. Donc on a un petit peu réfléchi, trouvé une façon de faire la même chose avec une porte. Le problème, c'est que ça occasionne une épaisseur importante. La porte fait 8 cm d'épaisseur, qui est assez massif. Bon, ça ne gâche rien, parce qu'il faut pouvoir fermer de l'intérieur avec du verre et actionner les lames en même temps. Voilà, les persiennes. Et l'avantage avec les fenêtres, c'est qu'il y a un sas. C'est-à-dire que vous avez la persienne à l'extérieur, là, et vous avez la fenêtre, l'ouvrant, à l'intérieur. Et en même temps, l'ouverture se fait à l'intérieur, dans l'épaisseur du mur. C'est-à-dire que les fenêtres ne viennent pas claquer, etc. Elles sont dans le mur. Au pire des cas, elles claquent en se fermant. Elles ne viennent pas déranger ou frapper quelqu'un, voilà, encombrer du tout. Et quand les fenêtres sont fermées, c'est un réel sas thermique quand elle est fermée. Et la fenêtre est fermée, quand il fait chaud, quand on ouvre la fenêtre, on sent déjà. On ne sent pas forcément la chaleur de l'extérieur, mais il y a déjà un changement. Ça veut dire que c'est un sas thermique assez intéressant. Bon. Voilà, donc c'est quelque chose de low-tech, il n'y a pas de technologie. C'est quelque chose qui est orientable facilement, ça ne fait pas de bruit, il n'y a presque pas de possibilité de panne, donc il n'y a pas de système, etc. C'est un sas thermique intéressant. Le bois est traité biologiquement, c'est-à-dire que on ne vient pas, il n'y a pas de peinture, le bois est resté brut tel qu'il est. On a mis un peu d'huile de lin, des sortes de lentilles pour boucher sa porosité pour qu'il n'absorbe pas l'eau et qu'il soit durable. C'est quelque chose qui doit être refait à peu près tous les 2 ans en moyenne, donc ce n'est pas un entretien très voilà. Alors, l'électricité, presque pour terminer. Donc, il y a une autonomie au niveau électrique. Il n'y a pas d'eau, évidemment, puisque c'est une classe d'enseignement primaire, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de TP, donc il n'y a pas d'eau. Donc, en ce sens, il n'y a pas de problème. Mais, donc, il y a 4 panneaux photovoltaïques. Il y a un système, ce que vous voyez ici, est placé au-dessus de la porte d'entrée, c'est-à-dire juste derrière ces briques, ici. Ces briques que vous voyez là, ce sont celles-là. Et on a fait le choix de mettre juste une fermeture avec vitrée, c'est une vitre, pour que les visiteurs, les étudiants, les élèves puissent voir ce que c'est un appareillage, par exemple, puissent reconnaître des batteries de stockage, un onduleur, un transformateur, etc. Chose que d'habitude on ne connaît pas, puisque ce que l'on voit d'habitude ce sont les panneaux. Mais au niveau de l'approche pédagogique, il est bien de voir l'installation, et donc on va laisser parfaitement visible au-dessus de la porte. Donc on a les 220 dans les prises, ça marche très très bien. Là c'est éclairé, donc vous voyez, le taux d'éclairage est vraiment très très intéressant, c'est quelque chose qui fonctionne. Bilan gros thermique. Donc grâce encore une fois au CNERE, qui ont instrumenté ce petit bâtiment. Voilà, on a fait déjà ça sur une semaine où il y a eu des pics de chaleur. Vous voyez, je ne sais pas s'il en voit, mais ici on a un pic à peu près à 43 degrés. Ça c'est la température extérieure en rouge et la température intérieure en bleu. Le pic qui correspond à celui-là, il est là et il est à 26,5, 27 maximum. Donc, il faut savoir que ce bâtiment est
ensoleillé toute la journée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent reporté, c'est la pire des configurations, et il n'y a pas d'étage pour diminuer un peu la masse d'énergie qui est injectée sur la dalle. Donc c'est la pire des configurations, et en plus de ça, c'est un bâtiment qui a été fermé pour l'instrumentation, c'est-à-dire que logiquement, si c'est un bâtiment qui est utilisé, le matin, par exemple, je vais ouvrir parce qu'il fait frais, etc. Je vais encore avoir de meilleurs résultats que ça. Alors que là, pour instrumenter, ils vous disent, voilà, c'est les normes, on ferme. Donc le bâtiment est fermé complètement pendant une semaine. C'est pas forcément ce qu'on aurait fait. Ça veut dire que ces valeurs peuvent être encore améliorées. Je parle de la température intérieure, elle peut encore être diminuée. La période, alors là, je crois que c'est il y a un pic par jour. Donc je pense que c'est une semaine. Une semaine. Ouais. C'est pas une moyenne, c'est vraiment une courbe. Voilà. L'étanchéité, oui. Alors, vous savez que les dalles sont très lisses en face supérieure et face inférieure. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a disposé les dalles avec une pente vers l'arrière du bâtiment, tout simplement, pour éviter la forme de pente, de machin, et on a collé l'étanchéité directement sur la dalle. Bien sûr, bien sûr. Alors, le feutre thermosoudé, c'est ça. Donc, très rapidement, on a couvert les boulons avec de la graisse pour pas que ça évidemment, qu'il la rouille, etc. Par-dessus, on a mis un petit peu une petite boule de ciment pour protéger cette graisse. Et on a mis notre étanchéité tout simplement. Il y a donc l'eau se déverse par l'arrière du bâtiment très simplement. Donc la seule chose qui va être dégradée entre guillemets, c'est l'étanchéité puisqu'il faut l'enlever. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas déplacer. Il est sablé. Bien sûr. Il est sablé et il y a 2 couches de chaux blanches par-dessus pour un maximum de réverbération dehors. C'est ça. Voilà, oui. Pour revenir un peu aux variations de température, comment on peut techniquement, par exemple, dans ce cas-là, mesurer la température, les variations? Est-ce qu'on va dire qu'ils sont un peu des supports de... Alors là, c'est la température de l'air intérieur, la température de l'air ambiant. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs qui sont suspendus, ils sont à 1,60 m du sol, 1,50 m. Il y en a 6 très exactement, et ce que vous avez ici, c'est la moyenne des 6. Oui. On peut, là, depuis une semaine, il y a une autre façon de faire, c'est que l'on est en train de mesurer la température intérieure, mais aussi la température des parois, extérieures et intérieures, pour savoir ce que réellement apporte le mur. Parce que là, en l'occurrence, c'est le mur qui apporte ce confort thermique grâce à l'énergie. En restant dans le concept de tout ce qui est démontable, combien d'étages pourrait-on construire? En démontable? Oui, démontable. Tant que vous avez de quoi garantir la raideur du bâtiment, on peut aller, je sais pas moi, 3, 4, ça dépend de la zone sismique, ça dépend du sol, de la portance, etc. Ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Je ne suis pas très habilité pour répondre à ça, mais oui, on peut. Mais à quoi bon monter définitivement? Au moins de chercher les minéraux, ils sont en bas. Allez, c'est ça. Est-ce que, par exemple, en essayant de faire évoluer le prototype, peut-être dans un système industriel, est-ce qu'on pourrait voir à un certain moment des grandes halles, des grandes charpentes ou quelque chose comme ça, avec ce système-là? Ça pourrait être joint à des structures un peu métalliques en treillis, Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, c'est possible, certainement possible, mais il ne faut pas oublier le but ou l'objectif, c'est d'introduire et de faciliter l'introduction du matériau naturel dans le périmètre urbain. Bon, ça, c'est vraiment la problématique à laquelle a essayé de répondre ce bâtiment, et on a fait d'une pierre deux coups en essayant de faire
suivant les normes d'éducation nationale. Parce que vous savez, aujourd'hui, le Maroc, dans les années 70, a acheté une licence espagnole qui fait qu'on a des bâtiments préfabriqués aussi, mais avec des bétons de 7 cm. Vous connaissez les préfats en béton. Avec de belles tôles magnifiques, bien très. Pauvres enfants ça coûte le prix de ça. Mais c'est ça le pire. C'est le prix de ça, bien sûr. Et ils sont plus petits en plus au niveau de la taille. Ils sont plus petits. Pratiquement. Oui, bien sûr. C'est ça. Oui. Je vous félicite, c'était vraiment instructif. Et je signale que pour construire en terre, il faut avoir la terre. Bien sûr. C'est important. Donc les 10 ans, on ne peut pas construire en terre. Bien sûr. Parce que le prix de la terre devient très exorbitant. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que l'utilisation du béton est un sacrilège. Heureusement qu'on a du béton. Oui. Ça nous a permis de faire des ponts. Bien sûr. Bon. C'est vrai, mais il y avait des fonds avant. C'est un sacrilège au milieu rural. Non, bien sûr. Même, mais il y a du Disons que le béton répond à certains besoins, c'est sûr. Mais pas systématiser le béton, c'est pas intéressant. L'idée, c'est que le béton ne reste plus le matériau passe-partout. Bien sûr. Si j'ai pas le matériau systématique, on ne connaît même pas autre chose. Si on ne réfléchit pas autrement. Bien, si vous avez des questions, le temps que je vous présente un petit peu aussi là. Oui. Vous avez dit que les linteaux étaient en béton et qu'ils étaient posés donc sur des blocs de piliers. Oui. Est-ce que vous avez mis des joints entre les deux Non, ça j'ai déjà répondu à cette question. mais... Non, il n'y a pas de joint, il y a un portier en terre, tout simplement, il est posé. Ce qu'il faut, c'est le tenir jusqu'à ce qu'il soit chargé par ce qu'il y a au-dessus. Il faut juste qu'il parte. Donc on met un mortier de terre, c'est parfait, ça colle. Mais à long terme, est-ce qu'entre les deux matériaux, il ne va pas y avoir d'influence Eh bien, l'influence, non. On a du mal. Oui, ce sont deux matériaux différents, mais ils sont superposés. Quand on a de la superposition de matériaux différents, on n'a pas de problème. Voilà. Puisqu'il est, il va forcément avoir toujours un joint qui peut être visible ou pas, mais on n'a pas de problème, on ne vient pas dégrader. Alors que si on a par exemple un poteau métallique, un poteau même en bois à l'intérieur d'un mur en terre, ça provoque des problèmes. Pourquoi? Parce que le poteau en bois ne réagit pas à l'humidité de la même manière. Il va gonfler, il va se rétracter, et même à la pression. Donc, matériau homogène, horizontalement, comme le millefeuille ne pose pas de problème, alors qu'on a mais c'est vrai. Alors que le millefeuille debout, pas sûr que ça tienne longtemps. C'est le même principe. Par exemple, quand on construit en béton, on va faire une dalle en béton et on va mettre des agglos dessus. Ça ne pose pas de problème, parce qu'ils sont superposés. Mais un poteau en béton, un aglo à côté, ça pose problème, puisqu'ils n'ont pas la même densité. C'est pas la spécificité de la terre. Voilà, les efforts ne sont pas les mêmes. Notre remarque, parce que quand on veut parler de développement durable, c'est ça que les gens oublient. Qu'il y a une dépense et une pollution à l'avant. Quand on voit que les petits fils, mais les petits fils pour tenir, on est obligé de construire une usine, Attends. Oui. Non, mais la réalité, c'est qu'on aurait pu faire autrement. Mais, premièrement, on a la contrainte de démontabilité. Le bâtiment doit être démontable. C'est très important. Donc, on n'avait presque pas le choix. Et deuxièmement, ce ne sont pas des dalles qui coûtent cher, attention. Parce qu'au cumul, entre les aciers, la maison neuve, le ciment, la dalle, etc., on va se retrouver même pour un dallage. Je parle pas pour la dalle. Pour la dalle, l'écart de prix est flagrant, mais pour un dallage, c'est presque le même prix. Donc, quand je dis ça, c'est que moi je pense la vulgarisation de ce type de construction, les écoles au milieu rural et tout ça, ces dalles-là vont poser un problème de transport. Attention, j'y arrive. Alors, ça c'est un premier prototype. Ce prototype, il concerne l'urbain et le périurbain. Ce n'est pas un prototype pour la campagne. Voilà. L'urbain et le périurbain. On peut avoir des faubourgs ou là, des campagnes proches de l'urbain. Là, à ce moment-là, ce prototype, il règle le problème. Mais les deux prochaines là, ils vont faire, ça va être un prototype pour le rural accessible et un prototype pour le rural inaccessible. Voilà.
Mais celui-là concerne vraiment l'urbain et le périurbain, c'est que ce soit clair. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les dalles de 8 mètres 50, presque 8 mètres 50 de long, à Dodane, oui, c'est vrai, c'est un problème. C'est pas facile. Et puis même, ce serait pas intéressant, parce qu'il faut utiliser des matériaux locaux. À la campagne, on ne peut pas se permettre de venir... vous voyez, c'est en cours d'ailleurs, il faut juste un petit financement et les idées sont presque là. Je pense que là, le bois va être incontournable au niveau de... Voilà. Il n'y aura peut-être pas de préfabrication, par contre, là, parce que ça n'a pas de sens dans le milieu rural. Parce que je voulais avoir l'attention aussi. C'est ça, avec de terre comprimée. Oui, là c'est possible. Avec des presses manuelles. Si on arrive à régler le problème avec le voyage d'un semi-remorque, par exemple, et qu'on règle le problème, oui, pas trop de... Mais s'il y a trop de transport, ça devient... Parce que de toute façon, aujourd'hui, si on veut construire à la campagne, avec des matériaux comme ça, on n'a pas forcément tout ce qu'il nous faut autour. Pour avoir des constructions, on va dire, du niveau de la construction, comment dire, raisonnée et puis maîtrisée, on va dire. Pas faire avec ce qu'on a. Vous voyez, il y a à faire avec ce qu'on a quand on fait pour soi-même, mais si on veut faire un bâtiment public, on est assujetti à certaines... Quand même, il faut assurer presque tout. On ne peut pas leur laisser des choses où il y a de la maintenance régulière, où il y a des choses un peu bricolées. Non, il faut vraiment des choses tout à fait... parce que l'État, pour qu'il adopte ce genre de technique, il faut lui donner... il faut le rassurer lui-même. Tout le monde est assujetti à un contrôle dans l'hiérarchie de l'État. Personne ne fait ce qu'il a envie de faire. Il faut lui dire, voilà, on a besoin de telle performance, avec tel matériau, mais en échange, il faut leur donner des solutions qui sont après... Le problème qu'il faudra ajouter aussi, c'est que c'est un bâtiment scolaire. Oui. L'État, maintenant, avec la nouvelle loi, impose l'assurance décennale. Oui. Ça, c'est le grand frein de la construction. Là, le grand frein de la construction en terre, c'est que les assurances au Maroc et le contrôle ne veulent pas contrôler les assurances. En fait, on va essayer d'utiliser ce prototype pour introduire en haut lieu, parce que si les ministres ne viennent pas faire pression sur, parce qu'ils ont des outils pour ça, ils ont des laboratoires, ils ont des chefs de département, ils ont des responsables en tout. Si le ministre dit trouver une solution, ben dans un an on aura une solution. D'ailleurs, on a plus ou moins réussi à avoir un rendez-vous avec Seb Bah, qui est le ministre de l'énergie, des mines, et du développement durable et de l'eau. Il faut le sensibiliser sur cette question, parce que ça freine énormément de projets. C'est sûr. Mais Albert est intéressé, je pense, par ça. C'est la clé. Ah oui, ça passe bien. Mais voilà. Le verre, pas encore, puisque c'est un bâtiment récent. C'est récent. Il n'est même pas sec. Bien. Hein? Voilà. Bon, merci. Est-ce que vous voulez que je vous présente l'association qui a fait ce travail? Oui. Ah, c'est vite. J'ose pas le faire parce que bon. Donc l'abina, comme son nom l'indique, l'abina en arabe veut dire brique. Voilà, c'est brique. On dit que la brique c'est un élément, on va dire, essentiel dans la construction. Métaphore un peu, etc. La vision, c'est que cette association vise à développer et à vulgariser surtout les cultures architecturales constructives écologiques. Quand on dit écologique, notamment au Maroc, on parle du patrimoine comme on parle de technologie légère pour qu'il y ait une évolution. Parce que le grand problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu des milliers d'années d'ingénierie et d'architecture. Le patrimoine ici présent et même mondialement présent en atteste, mais au bout d'un moment, on s'est arrêté de développer ce que le legs de nos anciens.
on a arrêté, on a dit non, mais ça marche plus, c'est pas la peine, il y a mieux, et on a sauté. Et donc, ce saut, c'est un saut dans le vide en fait. On s'est cassé la gueule bien comme il faut, et on a entraîné avec nous les générations qui n'ont rien fait. Nous aussi, nous sommes des générations qui avons subi Et le problème, donc, c'est une cassure, c'est un arrêt dans le processus d'évolution. On n'a pas su évoluer, on n'a pas su faire évoluer ce qu'on a toujours fait. Donc, évidemment, il y a un problème. Et le problème est très flagrant dans les pays qui ont été colonialisés, parce que si vous voyez l'architecture de Daoudiyat, à Marrakech, c'est la même chose qu'à Alger, à Tunis, Libye, l'Égypte, la Syrie, voilà. Partout, c'est le même rideau, le machin, l'encorbellement, premier étage, la fenêtre de 1 par 1, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a les mêmes architectures alors que d'autres pays, le sud de la Méditerranée, c'est pas le nord de la Méditerranée au niveau de l'architecture, alors c'est presque les mêmes matériaux, c'était presque les mêmes techniques, on va dire. Donc, là, il s'agit de reprendre, et pour reprendre, il faut des outils, notamment techniques, il faut des outils juridiques, etc., etc. Et c'est ce à quoi vise cette association. Donc, on a un petit panel de techniciens, d'ingénieurs, architectes, etc. Il y a même de l'agroécologie, il y a des choses de géographie, etc., patrimoine. On essaie d'avoir un petit peu de pluridisciplinarité dans l'approche quand on conçoit un projet ou parce que réfléchir avec plusieurs profils différents, c'est magique. Vraiment, celui qui essaye de faire un projet avec son pote comme ça, c'est dommage parce que c'est une perte de temps extraordinaire. Si vous mettez 3 à 4 personnes avec des profils différents, que vous pensez à la même chose, et qu'il n'y a pas de retenue, qu'il n'y a pas etc., que les gens sont là pour faire, vous pouvez croire que ça donne des choses... c'est merveilleux. Il n'y a même pas, comme disait mademoiselle, j'aime bien travailler en groupe, c'est la seule l'architecte aujourd'hui qui conçoit tout seul un projet. Bon. En même temps, il y a des contraintes. Oui, mais c'est difficile quand même. Ouais, il est censé le faire, mais difficilement. Et ce qui fait qu'il va, il y a toujours une zone d'ombre, et c'est par là qu'il va venir s'il faut qu'il y a, bien sûr. Donc les axes d'intervention, on fait beaucoup d'assistance en fait. Par exemple, notre cible première aujourd'hui, ce sont les petites associations rurales qui veulent construire quelque chose. Elles ont eu, par exemple, je sais pas, un petit financement droite à gauche, et ils veulent construire, par exemple, le local d'une association, le local d'une coopérative, etc., etc. Et ça, pour nous, c'est des proies faciles, parce que, évidemment, ils vont venir faire un plan de béton armé, ils vont construire avec un plan de béton armé, ce qui, logiquement, c'est pas de l'architecture, et on essaye on leur donne l'assistance gratuite, bien sûr, mais en échange, on essaie de pousser vers l'architecture locale et vers un petit peu l'amélioration. C'est un grand mot, mais on peut toujours améliorer les choses. Parce que d'où vient l'amélioration, d'où vient l'évolution, c'est surtout quand on a plusieurs intrants, quand on connaît les techniques, par exemple, des Romains, ou des Espagnols, ou des Égyptiens, etc., forcément, on arrive à force à prendre ce qui concerne, par exemple, un certain site, et puis de capitaliser tout ça et de réunir en un endroit. C'est ce qui a fait la grandeur de Rome, parce que qu'est-ce qui a fait la grandeur de Rome? Ils sont partis. Voilà, ils sont partis partout. Ils avaient beaucoup de territoires différents. Ils ont pris les techniques. Et même, bien sûr, c'est ce qui a fait la force de l'Andalousie, la force des Mourabitaines, des Mouhidines, etc. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va chercher plusieurs profils différents, plusieurs techniques, et on adapte. C'est un peu ce qu'on essaye de faire, voilà. Et on est aussi impliqué dans la recherche scientifique. Forcément, si on parle d'évolution, il faut évoluer scientifiquement, il faut prouver que ce que l'on dit a des bases scientifiques, c'est pas seulement des savoir-faire. Parce que le problème aujourd'hui de l'artisan, c'est qu'il sait faire, mais il ne saura pas vous dire pourquoi ça marche, ni pourquoi ça ne marche pas quand il fait autrement. Et ça, c'est un problème. C'est ce qui empêche
C'est ce qui empêche c'est-à-dire que les techniques traditionnelles restent comme, c'est comme un nuage où, voilà. Oui, mais en même temps, il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire qu'un architecte, c'est un homme de principe, un architecte en principe. Vous devez le convaincre avec des principes, et ensuite, voilà, avec voilà, quelque chose qui peut vérifier scientifiquement. Il dispose d'un laboratoire, il faut que le laboratoire puisse travailler, savoir travailler, comment, qu'est-ce qu'il doit faire, les prélèvements, les tests, etc. Et c'est assez passionnant. Voilà. La formation aussi, pas mal de petits workshops de temps en temps, enseignement à l'École nationale d'architecture, Marrakech et aussi à Agadir depuis pas très longtemps, qui vient d'ouvrir. Voilà, sensibilisation, ce que vous voyez aussi fait partie de la famille. Voilà. C'est quoi ça? Merci.